Puisque le dragon est à l'honneur cette année, laissez-moi vous parler des plantes et herbes médicinales qui évoquent de près ou de loin cet animal et son homologue, le serpent, par leur aspect comme par leur vertu thérapeutique. Dans notre langue, le mot dragon est dérivé du latin draco, et avant cela du grec drakon, qui désignait autrefois un grand serpent marin fabuleux. On pense qu'il pourrait également être tiré du grec derkomai, qui signifie « regarder fixement », en référence au regard fixe et pénétrant des reptiles. Le latin en a ensuite rapproché le sens de celui de vieux cep de vigne, en référence à sa forme vigoureuse et tortueuse, qui évoque le corps serpentiforme de cette créature mythique. De même, la botanique, dont la mission première a toujours été de qualifier et d'étudier le monde végétal, a en effet très facilement récupéré des concepts, des images et des dénominations issues des mythes et des légendes pour nommer les espèces qu'elle étudiait. Une façon comme une autre de qualifier facilement les choses, en fonction de ce qu'elles nous évoquent au premier regard. C'est ainsi que de nombreuses variétés de plantes, d'arbres et d'herbes se sont vues qualifiées de draconesques, ou plantes du dragon. Mais pourquoi tant vouloir faire cette analogie entre cet animal gigantesque et féroce et le monde végétal, qui par définition est si subtil et délicat? Vous allez vite comprendre. Le dragon naît d'un œuf, tout comme la plante naît d'une graine. Au contact de la terre, il éclot tout d'abord, puis rampe et se tortille avant de se redresser fièrement et de déployer ses ailes. Les plantes ne sont pas différentes. Par leurs racines, enfoncées dans la terre, elles germent puis mûrissent longuement avant de s'étirer tout à coup vers le ciel et de déployer leurs ramures au grand jour. Leurs racines crochues faisant référence aux pattes griffues de la bête, leurs tiges souples et ondulantes en allusion à son corps mouvant, et leurs feuilles enroulées d'abord sur elles-mêmes s'ouvrant en grand, comme des ailes. Fort de cette comparaison, il n'est donc pas étonnant que de nombreux botanistes à travers l'histoire, tels qu'Aristote et son disciple Théophraste, ou encore Phanias d'Érèse, Dicéarque, ainsi que tous ceux qui leur ont succédé au fil des âges, aient accordé à certains végétaux un nom évoquant de près ou de loin celui du dragon. Des plantes qui se distinguent des autres justement par leur aspect rampant, longiligne et tortueux, qui rappellent l'image de ce grand reptile connu de tous. Par la suite, le nom même de dragon fut donné, sous forme de variante, à des sous-catégories de plantes pour affiner leur description. Ces termes sont d'ailleurs encore utilisés de nos jours. Dracocéphale, qui signifie littéralement tête de serpent, désigne une plante dont la corolle oscille entre le vert foncé et le violet et dont la forme rappelle celle d'un crâne de serpent. Serpicule qualifie une plante rampante. Dracontium fait référence à la famille de plantes vivaces aracées qui compte près d'une dizaine d'espèces différentes. En langage populaire, nous les appelons d'ailleurs Arum dragon. Parmi elles, le dracontium est l'autre nom de l'arôme serpentaire, Arum dracunculus, dont la tige est fine, courte et ondulante. Ses taches rappellent celles du serpent, ainsi que sa couleur. Mais c'est surtout sa fleur, dont la corolle d'un rouge profond et son pistil noir et pointu évoquent presque sans équivoque la gueule ouverte d'un dragon, qui a contribué à cette appellation. Retenez bien ce nom, car j'y ferai mention de nombreuses fois au cours de cette leçon. Le terme dracunculus, possiblement traduisible par petit serpent coulevré, est encore employé de nos jours pour qualifier certaines caractéristiques végétales, comme le fait de posséder des feuilles ou des racines qui s'enroulent sur elles-mêmes. Ainsi le houblon, aussi connu sous le nom de coulevré septentrional, dont les cônes rappellent d'ailleurs les écailles serrées du dragon, est une plante grimpante à l'image du lierre ou de la vigne qui s'enroule autour d'un support, comme un serpent. Pour de nombreuses cultures anciennes, le dragon, le serpent ou les reptiles en général sont l'incarnation même du concept de guérison et de santé. Leur capacité à changer de peau et renouveler leurs écailles en font la manifestation concrète de la régénération et du renouvellement cellulaire. Ce lien symbolique peut être attribué à plusieurs facteurs, y compris des représentations mythologiques, des croyances religieuses et des observations de la nature. Beaucoup de guérisseurs ont en effet pu observer des comportements reptiliens qui semblaient indiquer leur connaissance particulière des plantes médicinales ou des lieux propices à la guérison. Plusieurs espèces de serpents aiment d'ailleurs se cacher à l'ombre de ces plantes pour trouver le repos.
Ces exemples de sagesse animale ont pu contribuer à associer au serpent le concept de médecine lui-même. Le bâton d'Asclépios, symbole même de la médecine, se trouve effectivement être un serpent enroulé autour d'un bâton. Mais la nature duale du serpent est souvent associée à des symboles complexes, car il représente à la fois le danger et la guérison. Son venin peut soigner tout comme il peut empoisonner. De nos jours, ne soigne-t-on pas les intoxications venimeuses par des doses infinitésimales de venin? Cette ambivalence illustre le rapport complexe entre la santé et la maladie, le combat du corps contre son mal. Entre parenthèses, le venin de serpent est par ailleurs utilisé en cosmétique pour retendre les tissus et stimuler la microcirculation sanguine. Il possède donc malgré tout, peu ou prou, quelques vertus intéressantes pour la santé. Dans de nombreuses cultures à travers les âges, le dragon est associé aux gardiens féroces des trésors, et tout particulièrement ceux de la nature. Dans l'imaginaire du Moyen Âge, le dragon était pensé fameux pour ses vertus médicinales. On croyait que manger sa chair permettait de lutter contre toutes les maladies. Son sang aidait à supporter les temps chauds et son venin guérissait le mal des yeux, les reptiliens étant réputés pour avoir une excellente vue. Dans le monde moderne, la médecine et la phytothérapie, d'autres vertus plus concrètes, sont attribuées aux plantes et herbes du dragon. Voyons cela plus en détail. Je vais maintenant vous parler des plantes et d'herbes aux vertus médicinales avérées. Mais je me dois de vous prévenir de ne pas les employer vous-même à tort et à travers, sans la surveillance d'un professionnel de santé qualifié. Car médecine naturelle ne rime pas toujours avec médecine douce, et à employer certaines d'entre elles à des posologies inappropriées, ou en association avec d'autres molécules ou médicaments, pourraient avoir des effets délétères sur votre santé. Soyez toujours prudent avec l'usage des plantes et des huiles essentielles. Tenez toujours compte des effets secondaires et de vos antécédents médicaux, même pour soigner quelque chose d'anodin. Ceci étant dit, passons maintenant à l'étude de certaines plantes du dragon. Elles possèdent principalement 3 indications. Elles aident à lutter contre les inflammations, l'empoisonnement et les intoxications, et sont d'excellents remèdes contre les infections respiratoires. Je vous parlerai aussi de leurs bienfaits pour la peau, la vue, et de certaines en particulier qui regroupent à elles seules l'ensemble de ces vertus. Le dragon crache du feu. Les plantes dont le nom l'évoque soignent donc très souvent les brûlures et les inflammations. C'est le cas par exemple de l'Echium vulgare, aussi appelée vipérine commune ou serpentine, en ancien français, qui est une plante herbacée appartenant à la famille des Boraginaceae. Elle était autrefois aussi présente dans les jardins que les lys ou la rose. Bien que moins connue pour ses propriétés médicinales que d'autres membres de sa famille, la vipérine commune a toutefois longtemps été utilisée pour ses vertus anti-inflammatoires et cicatrisantes. L'estragon, Artemisia dracunculus, est également nommée herbe du dragon. Nous connaissons tous cette herbe aromatique, que ce soit en cuisine comme en phytothérapie. En ce qui concerne son nom, eh bien, il n'y a qu'à observer cette plante pour comprendre son lien avec l'imagerie draconesque. Ses racines affleurent le sol et rampent. Ses feuilles sont longues et étroites comme des langues de dragon, et leur goût piquant et brûlant évoque de manière figurée la brûlure du souffle du dragon ou la morsure du serpent. Ses graines si particulières sont écailleuses, et on lui prête une extraordinaire résistance à l'empoisonnement des sols. Avicenne, médecin réputé du Moyen Âge, nous apprend même que ce nom estragon serait issu de l'arabe ancien tarkoum, qui signifie petit dragon. Ce lien avec le dragon est marqué dans au moins 39 langues à travers le monde. Il est toujours employé en cuisine et en médecine à des fins digestives. Ses vertus anti-inflammatoires et hépatoprotectrices sont avérées scientifiquement, tout comme sa capacité à réguler la glycémie et le cholestérol. C'est également le cas de son homologue, le thym serpolé, Thymus serpyllum. Entendez-vous le nom du serpent dans ce nom également? Un mot sur l'arôme dracunculus. Ce terme dracunculus était récurrent au Moyen Âge pour désigner tout type d'enflure ou de boursouflure, ou encore des éruptions cutanées causées par des inflammations, c'est-à-dire des maux souvent causés par les morsures de serpents ou une brûlure infligée par le feu. La morsure du serpent pouvant elle-même être comparée à la brûlure intense du souffle du dragon. À présent, parlons du dragonnier.
De cet arbre, on tire une résine d'un rouge intense nommée sang de dragon. Elle est utilisée en médecine traditionnelle pour ses propriétés cicatrisantes et anti-inflammatoires. Elle serait en effet hémostatique et coagulante. On l'applique toujours et régulièrement sur des plaies et des coupures pour stopper les saignements et accélérer la guérison. Elle est également employée dans le traitement de diverses affections cutanées telles que les ulcères et les irritations, en raison de ses propriétés cicatrisantes et protectrices. Sa texture épaisse et collante en fait un excellent pansement traitant, car elle est aussi antibactérienne et antivirale, empêchant ainsi la pénétration de germes dans les blessures. Elle nous fait en somme une peau dure et imperméable de dragon. Le sang de dragon apaise les inflammations de type articulaire ou musculaire. Certaines cultures l'emploient également pour soigner les inflammations pulmonaires ou digestives. La médecine moderne lui a trouvé en outre de formidables vertus antioxydantes. Dans un second temps, les plantes du dragon soignent les empoisonnements. Je ne vous apprends rien, les reptiles sont la plupart du temps venimeux. Or, il s'avère que les plantes nommées en hommage à ces derniers soignent très souvent les morsures de serpents ou les intoxications en tout genre. C'est par exemple le cas de la serpentine, nom latin Ophioglossum vulgatum. Il est écrit dans de nombreux ouvrages de botanique que se frotter les mains avec cette herbe ou cueillir sa racine suffit à se protéger des attaques de vipères. L'herbe au serpent, Polygonum bistorta, également désignée sous le nom de renouée bistorte ou serpentaire officinale, est un antipoison réputé, notamment employé pour lutter contre le venin de serpent. Elle est dite coulevrée en raison de sa couleur, de la forme de ses feuilles en langue de serpent et de ses racines éloquentes. Cette plante fait par ailleurs l'objet d'études, en raison de ses capacités antioxydantes intéressantes dans le cadre de la lutte contre le cancer du sein. Je terminerai ce chapitre par un conseil. Ce n'est pas parce que telle ou telle plante posséderait des vertus antivenins qu'elle suffit à vous porter les premiers secours nécessaires en cas de morsure de serpent. Si vous vous faites mordre, cherchez immédiatement l'assistance d'un professionnel de santé. Troisièmement, les plantes dragonesques font d'excellents remèdes contre les problèmes respiratoires, en allusion au sifflement régulier du serpent ou le souffle ravageur du dragon. Voici un cas qui regroupe toutes les utilisations précédemment mentionnées, avec ce petit bonus. En homéopathie, la souche Arum dracunculus, nous avons parlé de cette plante tout à l'heure, aide par ailleurs à soigner les symptômes de la rhinite, nez bouché et écoulements irritants, les symptômes grippaux tels que la fièvre et les maux de tête, l'asthénie et les douleurs diffuses. On l'utilise parfois pour traiter les douleurs articulaires et musculaires, en particulier lorsqu'elles sont associées à des maladies inflammatoires. On peut aussi évoquer sa capacité à diminuer les inflammations intestinales, lors d'intoxications alimentaires ou indigestion par exemple. Remarquez le lien, une fois de plus, entre le nom de dragon, Dracunculus, et le thème de l'inflammation, le feu, et du poison, l'intoxication. La plante serpent, Sansevieria trifasciata, connue aussi sous le nom de langue de belle-mère, n'est pas une plante médicinale, mais elle est réputée pour sa capacité à purifier l'air. Je vous laisserai vous-même faire le lien entre la forme de ces feuilles serpentines et le fait que les belles-mères sifflent comme les serpents. Autres effets des plantes du dragon. Elles luttent contre les taches pigmentaires, les rides, améliorent sensiblement la vue ou font tout ce dont nous avons parlé précédemment, simultanément. L'Arum dracunculus, encore lui, est parfois employé en cosmétique pour dérider et embellir la peau en la rendant plus blanche et plus luisante. Le serpentaire, nom latin Dracunculus vulgaris, possède une tige tachetée ressemblant à un serpent. Or, on lui prête la vertu d'atténuer les taches pigmentaires. Autrefois, l'on pensait même qu'elle possédait le pouvoir de clarifier les yeux. Mais c'est surtout sa capacité à repousser les serpents qui a fait sa réputation. On en plaçait jadis dans les granges ou les maisons pour empêcher les serpents d'y entrer. Il est dit que, cueilli en lune croissante, il serait utile aux femmes qui désireraient avorter. Une façon bien discutable de considérer sa progéniture comme un poison. La Bible relie par ailleurs très souvent la femme au serpent, symbole du mal et de lubricité. Cette influence symbolique a sans doute été rapprochée du fait que cette plante serait considérée comme aphrodisiaque. Mais le serpentaire
peut nuire à la santé des femmes, perturbant leur cycle, voire les stoppant complètement. Selon Dioscoride, médecin grec du 1er siècle, à ces vertus s'ajoute la capacité de faciliter la respiration, alléger la digestion, ou encore lutter contre les ulcères, les polypes nasaux, la toux spasmodique et les mucosités. Le serpolé, Serpili radix ou Thym serpolé, Thymus serpillum. Ce nom évoque une similarité phonétique avec le serpent. C'est indéniable. Il s'agit de plantes médicinales utilisées dans certaines traditions de médecine holistique comme un antiseptique puissant. On les emploie régulièrement dans le traitement d'infections respiratoires ou de problèmes de peau. Les propriétés expectorantes du serpolé en font effectivement un excellent allié dans le traitement des congestions bronchiques et des toux productives. Le serpolé aide à soulager les douleurs digestives telles que les ballonnements, les gaz et l'indigestion. Il peut aussi stimuler l'appétit. C'est également un antispasmodique efficace, aidant à calmer les muscles et les nerfs. Appliqué localement, le serpolé aide à traiter les inflammations cutanées, les démangeaisons, les irritations ou les infections légères. Vous voyez que cette plante regroupe à elle seule tous les usages des plantes du dragon. À l'image du Dracocéphalum moldavica, ou thé des jardins, qui est une mélisse aux vertus antioxydantes, anti-inflammatoires, relaxantes, digestives et antimicrobiennes, et qui constitue l'une des plantes médicinales les plus essentielles de la médecine ouïghour. Je vais maintenant passer brièvement sur d'autres plantes et herbes, sans intérêt thérapeutique, mais dont le nom évoque également le dragon ou le serpent. L'arbre du dragon, Acer griseum. Aussi connu sous le nom d'érable cannelle ou érable à écorce de papier, cet arbre tire son nom de l'aspect de sa fine écorce qui s'exfolie, ressemblant alors à la peau d'un reptile en train de muer. Les haricots langue de dragon, Phaseolus vulgaris, tirent leur nom de la forme et de la coloration distinctive de leur gousse, qui ressemble à une langue de dragon. Le Persicaria microcéphala est appelé dragon rouge, en raison de ses feuilles ressemblant à des langues de dragon. La fleur de dragon, Antirinum, aussi dénommée muflier, est une fleur dont les pétales ressemblent à la gueule d'un dragon. Je vais m'arrêter un moment sur ce qui peut-être illustre le mieux notre sujet. Il s'agit de l'arbre du dragon, ou dragonnier. Le nom Dracaena a des racines étymologiques qui se réfèrent au mot grec drakaina, signifiant femme dragon. Mais c'est surtout sa sève, appelée sang de dragon, qui est intéressante. Ce nom est souvent associé à la résine rouge comme le sang issu de différents arbres de la famille des dragonniers, tels que le crotone, le dracaena, de Démonorops, le calamus rotang et le ptérocarpus. Ces arbres exotiques poussent, en ce qui concerne le crotone, en Amérique du Sud. Le Dracaena draco, vous entendez ce nom, pousse à l'ouest du Maroc, dans les îles Canaries, au Cap-Vert et à Madère. On peut trouver son cousin Dracaena cinnabari sur l'île de Socotra, au large du Yémen. Démonorops draco et calamus rotang, poussant en Asie du Sud-Est, essentiellement en Malaisie et en Indonésie. Le Pterocarpus angolensis, quant à lui, plus connu sous le nom de quino africain, se retrouve en Afrique subsaharienne, Angola, Mozambique, Tanzanie et Afrique du Sud. Ses origines exotiques ont donné naissance à tout un tas de mythes et de légendes concernant sa résine, quand il ne s'agit pas de ses arbres eux-mêmes. En effet, mis à part les vertus thérapeutiques de leur résine, dont vous avez déjà eu un aperçu tout à l'heure, ces dragonniers possèdent des caractéristiques remarquables. La texture de leurs feuilles ressemble à du cuir. Leur écorce, dure et solide, comme pourraient l'être les écailles d'un dragon, sert à couvrir les toits des maisons et à faire des nattes. Leurs branches, semblables à de longs corps serpentins, donnent des fruits à l'origine d'un mythe très intrigant. Le fruit du dragonnier, également connu sous le nom de pitaya, est en effet entouré de légendes. L'une des histoires les plus populaires suggère que ce fruit aurait été créé il y a des milliers d'années par les dragons. Selon certains récits fabuleux, au cours d'une bataille, un dragon cracha du feu. Les étincelles et les flamèches, résultant de la combustion de ce souffle, donnèrent naissance à ce fruit. Une autre légende stipule qu'après avoir été vaincu, le dragon, consumé par ses propres flammes,
ne laissa derrière lui que ce fruit comme preuve de son existence. Le fruit du dragonnier était très recherché dans l'ancienne Chine et était considéré comme un trésor pour les seigneurs et les empereurs. Il symbolisait prospérité et bonne fortune. Ces histoires, bien que fascinantes, ne sont bien sûr que des légendes. Dans la réalité, le fruit du dragonnier est un fruit tropical réputé pour son goût unique et ses nombreux bienfaits pour la santé. À commencer par son exceptionnelle richesse en nutriments. Très faible en calories, il est très largement pourvu en vitamines et minéraux, notamment vitamine C, en fer et en magnésium. Il contient aussi plusieurs types d'antioxydants, comme la bétalaïne et les caroténoïdes, qui aident à lutter contre les radicaux libres et peuvent réduire le risque de maladies chroniques. Une seule portion de ce fruit offre une quantité significative de fibres, essentielles à une bonne digestion et un bon transit intestinal. Il contient en outre des prébiotiques favorisant la croissance de bactéries bénéfiques dans l'intestin. Le fruit du dragon est riche en vitamine C et antioxydants, ce qui contribue à faire de lui un excellent soutien du système immunitaire et un adjuvant intéressant dans le cadre d'un traitement anti-inflammatoire. Mais ce n'est pas tout. Sa teneur importante en oméga 3 et 6 préserve la santé du muscle cardiaque et du cerveau. Certaines études ont même montré que le fruit du dragon aidait à réguler les niveaux de glycémie sanguine, ce qui en fait un allié de choix dans la gestion du diabète. Ces formidables vertus ont donc été sans surprise associées au dragon, un animal réputé, quelles que soient les cultures et folklores, pour être extraordinairement résistant et vigoureux. Mais revenons à présent sur la sève du dragonnier. Sa résine sang de dragon est elle aussi une source d'innombrables bienfaits pour la santé. Il se trouve qu'elle est, tout autant que le fruit, très riche en antioxydants, ce qui veut dire protection cellulaire contre les radicaux libres et le stress oxydatif. Cette résine couleur de sang est souvent utilisée en médecine traditionnelle et holistique pour ses propriétés anti-inflammatoires, qui aident à apaiser la douleur, la chaleur des brûlures et le gonflement des plaies. Plaies qu'elle désinfecte et cicatrise en agissant comme un pansement traitant, car elle est très riche en agents antimicrobiens. Si vous avez été attentif, vous vous souviendrez que j'en ai brièvement parlé tout à l'heure. La résine rouge du Croton draco, comparable au sang de dragon, est par ailleurs conseillée pour lutter contre les irritations cutanées et les taches pigmentaires. De plus, le Croton lechleri est actuellement étudié de près par la médecine qui s'intéresse à sa teneur en taspine, qui aurait la vertu de modérer le développement des cellules cancéreuses impliquées dans le cancer du côlon. La sève rouge de Croton urucurana peut être employée pour ses vertus antidiarrhéiques. À ce propos, savez-vous d'où provient ce nom de sang de dragon? Certes, sa couleur évoque celle du sang. Mais Pline l'Ancien, qui était par ailleurs un botaniste accompli, nous apprend que ce nom de sang de dragon provient d'un mythe selon lequel cette résine serait issue des plaies d'un dragon mourant de ses blessures après avoir tué un éléphant, en l'étouffant avec sa queue. Le véritable sang de dragon est une denrée rare et très chère. Cela fait de lui un produit exceptionnel. Cela n'est d'ailleurs pas sans rappeler la valeur marchande du poivre, une épice onéreuse que l'on pensait jadis garder par des dragons. Dans les légendes locales, il est dit que l'arbre qui donne cette résine pousserait en forêt pour faire peur aux étrangers malveillants. Espace sauvage, trésor naturel précieux, prétendument gardé par des créatures légendaires, et rareté de la marchandise font de cette ressource quelque chose de quasi surnaturel et fabuleux aux yeux de beaucoup. Pour conclure, je pense que vous avez bien saisi à présent comment certaines plantes, herbes aromatiques, arbres ou sèves peuvent être reliées symboliquement au dragon ou au serpent. Bien que ces associations ne soient pas universelles et peuvent varier en fonction des cultures et des traditions, elles se rejoignent toutefois sur le fond. Néanmoins, bien que le dragon ne soit qu'une créature mythique et que sa forme, sa fonction ou son alignement bénéfique ou maléfique diffèrent beaucoup selon les cultures et les régions du monde où il est mentionné, il n'en demeure pas moins présent dans l'esprit de tous, jusque dans les ouvrages de botanique moderne. D'une façon plus poétique, on pourrait presque croire que le dragon ait vraiment existé, car tous, d'où que nous venons, connaissons son nom et son apparence. La nature lui a même rendu hommage en créant des espèces en son honneur et en leur prêtant les mêmes vertus
que cet animal fantastique. Soyez donc prudent si l'envie vous prend d'employer sur vous-même ces différentes plantes et remèdes dont je vous ai parlé. Rien ne doit être fait à la légère, sans la connaissance certaine des professionnels de la santé et de la phytothérapie qui sauront vous donner l'exacte indication et la posologie nécessaire au traitement de vos maux, et approuver leur usage en tenant compte de vos antécédents médicaux, votre état de santé global ou les différents traitements médicamenteux que vous prenez actuellement. Méfiez-vous toujours un peu des plantes du dragon, qui peuvent s'avérer aussi bienfaitrices que dangereuses si elles sont mal utilisées, aussi traîtresses, au fond, que le grand serpent auquel elles font référence. Soignez-vous bien, et à bientôt.